Bonjour la classe de seconde 4. Alors dans cette vidéo, je vais commencer par vous présenter le résumé de l'activité numéro 1 qu'on a fini vendredi dernier. Donc je vais lire ça sous vos yeux, on va dire, et je vais commenter en même temps. Donc je vous rappelle la série de nouvelles notions que l'on a rencontrées dans cette première activité, à commencer donc par la notion de système. Donc un système, c'est quoi? C'est l'objet ou le corps dont on étudie le mouvement. Et rappelez-vous, on a dit qu'on modélisait le mouvement du système par un point, enfin on modélise le système par un point, ce qui peut entraîner une perte d'information, puisqu'effectivement, si on s'intéresse à un point du système, on ne sait pas ce que peuvent être les mouvements des autres points qui constituent le système. Hein. D'accord? Si on s'intéresse au centre de gravité d'une balle, on sait très bien que les autres points de la balle, situés à sa surface par exemple, peuvent aussi avoir un mouvement, mais donc que l'on n'étudie pas si on se limite par exemple au centre de la balle. D'accord ? Centre de la balle, de manière générale, centre de gravité, c'est le centre de gravité ou centre d'inertie du système auquel on s'intéresse souvent, et on le choisit comme objet d'étude parce que c'est le point dont le mouvement est le plus simple. C'est ce que vous avez vu dans le TP de la semaine dernière, hein, lorsque vous aviez pointé les positions du centre du cylindre sur les chronophotographies qui étaient proposées. Donc vous aviez obtenu justement en faisant ces chronophotographies des trajectoires. Et alors la trajectoire des points, eh bien c'est tout simplement l'ensemble des positions occupées par ce point au cours du mouvement. On a rencontré, mais simplement à l'oral vendredi dernier, les trois adjectifs qui conviennent pour qualifier une trajectoire. Donc rectiligne si la trajectoire est une ligne droite, circulaire si la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, et curviligne si sa trajectoire est une courbe quelconque. Encore une fois, on distingue parfois dans les courbes quelconques, justement des cas pas si quelconques que ça. On verra ça à l'usage. Alors rappelez-vous également que la description d'un mouvement dépend du référentiel choisi. C'est ce que l'on a illustré avec le cas du voyageur dans le train, et également avec le mouvement de la balle qui chutait de la main de la personne qui se situait sur la trottinette dans le dernier TP. D'accord ? Donc le référentiel, c'est quoi ? Eh bien c'est un objet de référence, hein, c'est ce qui est indiqué ici dans votre résumé, ce qu'on peut, on va dire, remplacer par entre guillemets un point de vue, donc un objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement. Et dans la mesure où la façon dont on décrit le mouvement dépend de ce référentiel, eh bien, on va parler de relativité du mouvement. D'accord ? Alors, les référentiels qu'on va rencontrer, les trois principaux, sont ceux-ci. Donc, les référentiels terrestres, auxquels on a eu affaire jusqu'à présent, par exemple en TP. Donc, le point de vue est fixe par rapport à la Terre. Alors souvent, dans la mesure où on fait des expériences dans la salle de classe ou dans un laboratoire, on choisira comme référentiel terrestre le référentiel du laboratoire. Mais il existe encore deux autres référentiels. Le référentiel géocentrique, dans lequel donc le point de vue est imaginaire et situé au centre de la Terre. Donc il faut que vous, si vous vous placez dans le référentiel géocentrique, il faut que vous imaginiez que vous êtes au centre de la Terre et vous décrivez les mouvements qui se produisent donc autour de vous. D'accord ? Même chose pour le référentiel héliocentrique, mais comme l'indique son nom, cette fois, on imagine que l'on est au centre du Soleil. D'accord ? Donc le référentiel géocentrique sera le référentiel privilégié pour décrire les trajectoires et les mouvements des satellites autour de la Terre, et le référentiel héliocentrique sera choisi plutôt pour décrire les trajectoires des planètes autour du Soleil. Voilà donc pour le résumé et donc les différentes notions que vous devez savoir à l'issue de l'activité numéro 1, dont le dernier TP, hein, bien sûr, vous avez compris, fait partie. Donc il va falloir maintenant que vous réalisiez chez vous l'activité numéro 2 du chapitre 7, que je vous montre ici, dans laquelle donc on introduit la notion de vitesse, que vous connaissez déjà, du moins que vous croyez savoir, que vous connaissez en fait partiellement, parce qu'on va
également parler de vecteur vitesse. Effectivement, au sens de la physique, la vitesse est en fait un vecteur, donc nouvelle notion que vous avez aussi rencontrée récemment en maths. Alors, dans le document numéro 1, donc je vous laisse évidemment reprendre votre feuille du chapitre 7. Donc, dans le document numéro 1, on rappelle des choses que vous connaissez déjà. À commencer donc par la valeur de la vitesse moyenne d'un point, qui est donc la distance qu'il parcourt par unité de temps, et la formule qui permet donc de calculer une vitesse moyenne, vous la connaissez finalement, c'est le fameux V égale D sur delta T. Bon, j'ai précisé, j'ai rajouté ici un petit m pour insister sur le fait qu'on parle bien d'une vitesse moyenne. Les unités sont également rappelées ici pour chacune des grandeurs. Alors pourquoi j'insiste sur le fait que c'est une définition de valeur de vitesse moyenne? Tout simplement parce que c'est pas parce que j'ai parcouru en voiture 90 km en 1 heure que ma vitesse a été de 90 km par heure tout au long du trajet. 90 km par heure est la valeur de la vitesse moyenne que j'ai eue tout au long de mon trajet. Mais ça ne veut pas dire que j'étais à cette vitesse-là tout au long donc, de mon parcours. Si je suis allé sur autoroute, j'étais à 130 km par heure, sur nationale 80 km par heure, en ville 50 km par heure. Donc il convient en fait de distinguer cette notion de vitesse moyenne, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté un petit m ici, avec la notion de vitesse instantanée. C'est donc quoi la vitesse instantanée? Comme l'indique son nom, eh bien c'est la vitesse d'un système à un instant donné. D'accord? Alors, le problème, c'est de pouvoir justement évaluer cette valeur de vitesse instantanée. La vitesse moyenne, on le sait, mais comment peut-on calculer? Est-il d'ailleurs possible de calculer la vitesse d'un système à un instant donné? Alors, pour comprendre ça, j'ai pris ici, vous voyez, une trajectoire quelconque d'un point M qui se déplace, d'accord? Et donc, les positions sont relevées à intervalles de temps réguliers, le point M2, le point M3, le point M4, avant ça il y avait M1 évidemment, après M6 il y a M7, etc., etc., etc. D'accord? Donc, la valeur de la vitesse moyenne. Alors, vitesse moyenne, sur quel intervalle de temps? Eh bien, je vais considérer en fait la vitesse moyenne qu'a eu mon système entre le point M3 et le point M5. La vitesse moyenne, c'est donc quoi? Eh bien, il s'agit de la distance parcourue, donc finalement l'arc que vous voyez ici, la longueur de cet arc, divisé par la durée du parcours, pour passer donc du point M3 au point M5. D'accord? Mais ça, effectivement, ça n'est qu'une définition de vitesse moyenne. Ça ne m'indique absolument pas quelle a pu être la vitesse quelque part ici entre M3 et M4 à un instant donné, ni entre M4 et M5, ni même au point M4. J'ai a priori aucune idée de la valeur de la vitesse en ce point-là. Ceci dit, on va quand même pouvoir l'estimer. Alors comment est-ce qu'on va l'estimer? En fait, il va s'agir de considérer finalement un point M3 et un point M5 qui sont plus proches du point M4. Autrement dit, la durée qui les sépare va être, on va considérer qu'elle est très petite. Alors petite par rapport à quoi? Petite par rapport à la durée totale du trajet. Donc si on raccourcit effectivement la durée entre le point M3 et le point M5, naturellement le point M3 et le point M5 vont, vous imaginez ce qui se passe, vont se rapprocher du point M4. Et dans cette mesure-là, le calcul de vitesse moyenne entre le point M3 et le point M5 va être une meilleure estimation de la vitesse instantanée au point M4 dans la mesure où on les a rapprochés du point M4. Et dans cette hypothèse-là, dans cette approximation-là en tout cas, on va considérer finalement, si cette durée est faible, que la vitesse au point 4, c'est la vitesse moyenne, calculée avec la formule que vous connaissez, entre le point M3 et le point M4. Voilà donc la façon dont on peut estimer la valeur d'une vitesse instantanée d'un point. Alors le document numéro 2 vient donc sur la notion de vecteur vitesse. D'accord? Donc il faut comprendre qu'en physique, je vous l'ai dit tout à l'heure, la vitesse c'est une grandeur vectorielle, et donc pour la définir, on introduit ce qu'on appelle le vecteur déplacement et le vecteur vitesse moyenne. D'accord?
Donc le vecteur déplacement, j'ai choisi un exemple ici. Par exemple, entre le point M3 et le point M5, le vecteur déplacement, c'est tout simplement le vecteur qui joint le point M3 au point M5, donc le vecteur M3, M5. D'accord? La vitesse moyenne, ça va être quoi? Le vecteur, pardon, vitesse moyenne, ça va être quoi entre ces deux positions M3 et M5? Il y a une petite erreur ici qu'il faut rectifier. Le vecteur vitesse moyenne, ça va être tout simplement le quotient, on va dire, du vecteur déplacement par la durée qui sépare le point M3 du point M5. D'accord? Donc de la même façon qu'on l'a dit dans le document numéro 1, si l'intervalle de temps entre deux positions devient très faible, le vecteur vitesse, sous-entendu instantané, le vecteur vitesse est assimilable au vecteur vitesse moyenne. Et vous le savez très bien, pour un vecteur, on peut donner des caractéristiques. Des caractéristiques, vous avez donc vu ça en maths, qui sont la direction, le sens et la valeur. La valeur que vous avez peut-être nommée en maths la norme. Alors pour le vecteur vitesse, que va être finalement la direction? La direction, ça va être la droite qui est tangente à la trajectoire. Autrement dit, la droite que vous imaginez ici, sur laquelle repose le vecteur vitesse V4, et qui ne coupe la trajectoire qu'en un seul point, qui fait en sorte de raser, on va dire, la trajectoire au point M4. On verra un tout petit peu plus tard comment estimer de la meilleure façon qui soit l'orientation, on va dire, l'inclinaison de cette tangente au point que l'on considère. Alors le sens ensuite, le sens, c'est tout simplement celui du mouvement, on comprend bien, on va de M2 à M3, à M4, M5, M6, etc. D'accord? Donc il paraît naturel d'orienter le vecteur vitesse, on va dire, là sur le schéma, vers la droite. Et la valeur de la vitesse, ça va être quoi? La vitesse instantanée à l'instant T que l'on peut approcher grâce à la méthode dont je vous ai parlé dans le document numéro 1. Alors, deux nouvelles notions, de nouveaux objectifs que vous connaissez déjà en partie pour qualifier un mouvement. Parce qu'effectivement, pour qualifier un mouvement, on a vu qu'on pouvait donner un adjectif pour qualifier la forme de la trajectoire. Ce qui nous intéresse aussi, c'est l'évolution de la vitesse. Donc, parce qu'effectivement, la valeur de la vitesse instantanée peut varier. Donc du coup, on dira qu'un mouvement sera accéléré si la valeur de la vitesse augmente, ralenti si la valeur de la vitesse diminue, et uniforme si la valeur de la vitesse est constante. D'accord? Bon, accéléré, ralenti, c'est des mots que vous connaissiez. Le nouveau, c'est uniforme. Il faudra retenir que ça veut dire valeur de vitesse constante. D'accord? Donc pour la suite de l'activité, il est nécessaire de présenter un objet un petit peu particulier, mais qu'on utilise beaucoup en physique pour tracer des mouvements. C'est ce qu'on appelle un mobile autoporteur. Alors vous avez la photo ici et le schéma de principe de fonctionnement du mobile autoporteur. Alors ce qui est noté dans le paragraphe, c'est que vous avez en fait un objet qui est équipé d'une soufflerie et comme l'évoque le schéma, une soufflerie qui envoie de l'air vers le bas. Donc finalement, il y a un petit espace, alors il est très faible, un petit espace qui sépare en quelque sorte le mobile autoporteur du support sur lequel il se déplace. D'accord ? Faut pas imaginer que le mobile autoporteur s'envole évidemment. Ce coussin d'air est extrêmement fin. Alors quel est l'intérêt finalement de ce coussin d'air ? Ça permet en fait d'éviter les frottements, d'accord? Parce qu'évidemment, vous lancez un objet sur une surface, on l'entend d'ailleurs, il finit d'ailleurs par s'arrêter parce que il frotte dessus. Là, en l'occurrence, cet appareil permet d'éviter tout frottement avec ou sur le support de déplacement, d'accord? Donc évidemment, si on avait été au lycée, je vous l'aurais montré en fonctionnement. Là, je peux vous montrer qu'une vidéo. Alors la voici. Regardez-le, en vue de dessus, voilà ce que ça donne. Voilà un mobile autoporteur qui se déplace donc sur un support horizontal sans frottement. D'accord ? Alors il est équipé en fait à sa base, quelque part ici, en plus du petit trou pour laisser passer l'air, il est équipé d'une petite pointe qui permet en fait de marquer les positions de l'objet à intervalles de temps réguliers, de la même façon que sur une chronophotographie finalement. Et donc ce que j'ai reproduit ici, à la page suivante, c'est 3 mouvements
trois mouvements qui ont été obtenus grâce à un mobile autoporteur. D'accord ? Bon, les positions ont été numérotées de 1 à 12. C'est ce que vous ferez aussi, et c'est d'ailleurs ce que je demande dans la deuxième question. La première question que vous allez devoir faire, déjà, c'est donner en justifiant la nature de chaque mouvement. Donner donc la nature d'un mouvement, c'est quoi, comme je le disais tout à l'heure? C'est le qualifier donc selon deux adjectifs, avec deux adjectifs. Le premier qui correspondra à la forme de la trajectoire, d'accord? Et le deuxième qui correspondra à l'évolution de la vitesse. Par exemple, imaginons un mouvement qui serait circulaire et uniforme. D'accord ? Voilà, ça c'est une possibilité qui, entre parenthèses, ne correspond qui correspond peut-être à l'un des trois mouvements que vous avez ici. Ok ? En tout cas, il faudra justifier les deux adjectifs, pourquoi vous les donnez, en particulier l'adjectif qui correspond à l'évolution de la vitesse. Alors ce que vous allez devoir faire dans la suite, c'est tracer des vecteurs vitesse pour plusieurs positions. Et pour tracer un vecteur vitesse, après avoir numéroté les positions, il faut d'abord calculer les valeurs des vitesses. D'accord ? Autrement dit, calculer la norme du vecteur. Alors aux positions que j'ai imposées, position 3, position 5, position 7 et position 9. D'accord ? Il y a une échelle de représentation également qui est imposée, 1 cm pour 25 cm par seconde, mais ça, on en reparle tout à l'heure. Alors je vais vous montrer le principe pour la position 3 pour chacun des mouvements, le A, le B et le C, et je vous laisserai faire vous-même le calcul et le tracé des vecteurs pour les autres positions, et on corrigera dans un deuxième temps. Alors première chose, donc on va commencer par le calcul de la valeur de la vitesse à la position 3 pour le mouvement A. Ok ? Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien donc on va essayer d'estimer la valeur de la vitesse instantanée au point 3. Vu ce que je vous ai dit dans le document numéro 3, comment calculer donc V3 ? Comment calculer V3 ? Tout simplement en appliquant une formule de vitesse moyenne. Vous avez peut-être compris donc qu'il fallait toujours considérer le point d'avant et le point d'après pour connaître la valeur de la vitesse au point qui nous intéresse. Donc il va falloir, pour calculer la valeur de la vitesse V3, finalement, il va falloir considérer le segment M2, point juste avant, et M4, point juste après. Divisé par quoi ? Eh bien, la durée delta t qui sépare donc les deux instants auxquels le mobile était au point M2 et ensuite au point M4. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on fait ? Première chose, il faut tout simplement mesurer la distance M2, M4. Alors évidemment, là, il faut que vous preniez votre règle. Ok ? Alors, j'ai ici la photo du mouvement A, vous devinez ici. J'ai posé ma règle justement entre le point 2 et le point 4, et vous voyez donc que la distance M2, M4 qui les sépare est de 3,2 cm. 3,2. Alors je reste en centimètres ici, d'accord, ce sera plus commode pour la suite. On aura du coup une vitesse en centimètres par seconde. Maintenant, quelle est la durée qui s'est écoulée entre l'instant auquel le mobile était au point M2 et l'instant auquel le mobile était au point M4. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais tout ça figure à la fin du document numéro 3. On nous dit que l'intervalle de temps entre deux positions est de 50 millisecondes. Sauf que nous, donc, on considère quoi ? On considère ce qui sépare le point M2 du point M4. Ça veut dire qu'entre le point M2 et le point M4, il s'écoule une première fois 50 millisecondes et une deuxième fois 50 millisecondes. Autrement dit, 100 millisecondes. Je marque donc ici 100. Attention, on va quand même se placer en secondes. Donc on fait 100 fois 10 puissance moins 3 pour la conversion des millisecondes en secondes. Ce calcul, je vous laisse le faire. Il donne 32. 32 quoi ? Centimètres par seconde. Ok ? Voilà.
Donc la valeur de la vitesse au point 3 est calculée. Maintenant, il va falloir représenter ce vecteur-là, mais le représenter en tenant compte de l'échelle qui est donnée ici. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? On sait que 1 cm de longueur sur notre schéma au moment du tracé de vecteur va correspondre à une vitesse de 25 cm par seconde. Nous, on en a 32, donc qu'est-ce qu'on fait pour avoir la longueur du vecteur correspondant à 32 cm par seconde? 32 fois 1 divisé par 25. Autrement dit, 32 divisé par 25. D'accord? Donc je mets une flèche comme ceci. Je replace ça là. Hop. Donc 32 divisé par 25. Le calcul, qu'est-ce qu'il donne? Il donne à peu près 1,3. 1,3 cm. D'accord? Donc voilà. On sait que le vecteur vitesse V3 aura comme longueur 1,3 cm sur le schéma. Ok? Alors comment faire ensuite pour tracer ce vecteur? Alors je reviens ici. Il s'agit donc du vecteur vitesse V3. Son origine va être évidemment au point 3. Dans la mesure où la trajectoire est rectiligne, vous imaginez bien que le vecteur va avoir comme direction la droite correspondant à cette trajectoire rectiligne. Et puis naturellement, la trajectoire s'effectuant du point 1 vers le point 12, il va pointer dans ce sens-là. Autrement dit, ça va ressembler à ça. Hop, je le prends, je l'avais déjà sur un autre document. Et je le replace ici. Donc à vous, voyez, de représenter un vecteur V3 de 1,3 cm de longueur, ayant pour origine le point 3, comme direction la droite correspondant à la trajectoire, et comme sens du point 3 vers le point 12. Hein, on est d'accord. Ok? Et puis donc après, il faut faire la même chose pour le point 5, le point 7, le point 9. Alors ça va quand même aller assez vite, parce qu'en fait, vous vous rendez bien compte que pour le point 5, il faudra prendre la distance entre le point 4 et le point 6. Pour le point 7, entre le point 6 et le point 8. Pour le point 9, la distance entre le point 8 et le point 10. Mais vous remarquez que les points sont toujours espacés d'une même distance. Donc finalement, toutes les longueurs que vous allez mesurer, autrement dit M4, M6, ou M6, M8, ou M8, M10, vont être les mêmes. Donc finalement, les trois autres vecteurs vitesse, V5, V7 et V9, vont être identiques au premier. Ok? Donc là, ça va assez vite. Ok, d'ailleurs, je peux le marquer en dessous ici. Hein. Hop, V5 égale V7 égale. Pardon, excusez-moi. On va commencer par V3. V3 égale V5 égale V7 égale V9. Avec tout ça, évidemment, en indice, c'est beaucoup mieux. Hop, je le fais rapidement. Hop. Et hop. Voilà. Alors ensuite, pour le mouvement B, ça va être le même principe en fait. Hein. Le même principe exactement. Donc qu'est-ce qu'il va s'agir de faire? Donc la formule évidemment est la même. Hein. Pour calculer V3, on va toujours avoir la distance M2, M4 à mesurer, à diviser par delta T. D'accord? Donc je vais copier-coller ça d'ailleurs. Hop. Mais par contre, je vais effacer tout ça. Ok, voilà. Donc dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vous l'ai mis ici en photo. Alors voilà, le mouvement B, il est ici, d'accord? Donc entre le point M2 et le point M4, je mesure cette fois 1,2 cm. 1,2 cm. Hop, alors attendez. Ouais, si, 1,2 cm, ok. Voilà, divisé toujours par 100 fois 10 puissance moins 3. L'écart de temps est toujours le même. Hein. Vous allez toujours diviser par 100 fois 10 puissance moins 3. Ça nous fait 12 cm par seconde. Voilà. Et puis, même principe, pour traduire ça en longueur de vecteur, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Hop. Considérer l'échelle, autrement dit faire une division par 25. 12 sur 25, ça fait 0,5 cm à peu près. D'accord?
Voilà. Donc il va falloir représenter, dans le cas du mouvement B, un vecteur vitesse V3 qui aura comme longueur sur le schéma 0,5 cm. D'accord ? Évidemment, vous constatez bien que la distance entre deux points successifs augmente, n'est jamais la même. Donc il va falloir calculer une vitesse V5, une vitesse V7 et une vitesse V9 qui seront forcément différentes de celles du vecteur vitesse V3. Et puis pour finir, le mouvement C. Mouvement C. Donc même principe, hop, allez, on reprend tout ça. Je vous présente le cas de V3. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va mesurer pour V3 comme longueur? Ça va plus être 1,2 cm, ça va plus être 12 cm par seconde. D'accord? Ça va nous faire quoi? La photo est ici. Voilà, sur le mouvement donc circulaire. Entre le point 2 et le point 4, je mesure 2,7 cm. Alors je me replace ici, 2,7. Ça va faire 27 cm par seconde. Et après 27 divisé par 25, ça va faire, je l'ai ici, 1,1 cm. Et voilà, donc il va falloir représenter un vecteur vitesse V3 de 1,1 cm. Mais comment on fait, sachant que le mouvement est circulaire? Alors je vous explique, et vous ferez pareil après pour chacun des points 5, 7 et 9 du mouvement. Alors il s'agit de considérer toujours la droite qui relie finalement le point M2 du point M4. Ah oui, ce que j'ai pas précisé d'ailleurs, c'est que ici la mesure de 2,7 cm entre le point M2 et le point M4 a été faite en ligne droite, d'accord, entre le point M2 et le point M4, d'accord. Donc pour le tracé du vecteur, on va de la même façon considérer, attendez, je me mets sur le bon document, on va considérer la droite que j'ai mise en pointillé ici. Vous n'êtes pas obligé de la redessiner, mais que j'ai mise en pointillé pour relier le point M2 au point M4. Et donc, le vecteur vitesse, comment est-ce qu'on va faire? Alors attendez, je vais reprendre celui-ci. Hop, voilà. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien en fait, pour donner sa direction, il va falloir considérer la parallèle à cette droite M2, M4 et qui passe par le point numéro 3. D'accord? Donc en fait, il va falloir que je trace... Ah, attendez. Il va falloir que je trace un vecteur dont l'origine est le point 3, d'accord, mais qui a une direction parallèle à celle de la droite M2, M4, d'accord. Et évidemment, il s'agira de faire le vecteur à la bonne longueur, et ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Il doit faire 1,1 cm, donc être peut-être... Ouais, vous voyez de toute façon avec votre règle pour la longueur de ce vecteur-là. D'accord? Et vous faites pareil pour le point 5, le point 7, le point 9. Ouais, c'est ça, je me suis arrêté ici à 9. Ok? Et quand ça sera fait, voilà, vous avez de la place pour marquer tous vos calculs. Donc ici pour le mouvement B, il manque V5, V7 et V9. Pareil pour le mouvement C. Et quand ce sera fait, vous avez plein de place. Eh bien, vous pourrez répondre à la question 3. Et on pourra se faire un petit résumé à l'issue de ça. D'accord? Voilà, je vous laisse à votre travail.